toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir. C'est parti pour les titres de l'actualité. Covid-19, encore des pertes en vue humaine, 3 nouveaux décès ce vendredi. Au total, 1030 personnes décédées et en réanimation, 29 cas graves dans cette édition. Les témoignages poignants de personnes guéries du Covid, perte de poids en un temps record, souffrance énorme lors de l'hospitalisation, affectée presque à vie. Elle témoigne pour toucher, sensibiliser, alerter. Oui, le Covid est là, il est virulent. Alors, combattons-le. Réunis dans un collectif citoyen, les personnes guéries portent déjà le combat. Objectif, réveiller les consciences citoyennes. Encore la pêche, nous en reparlons. Les acteurs continuent d'élever la voix. Oui, ils ont peur pour leur secteur et veulent des bouées de sauvetage afin que leur outil de travail ne coule pas aujourd'hui. Après l'UNAPAS, les mareyeurs réclament un état des lieux, dénoncent les accords de pêche avec la Mauritanie et souhaitent leur implication dans les prises de décision concernant leur secteur d'activité. Autre réclamation, celle des ex-travailleurs de l'ex-SIAS et ex-AMA Sénégal. Ils réclament 4,5 milliards à l'État du Sénégal des droits et reliquats dont une partie avait été payée par l'ancien président Abdoulaye Wade. L'actuel président avait promis de payer le reste, mais toujours rien. Face Gueule Tapée, Colobane, entre installations anarchiques, canal à ciel ouvert, dépotoirs sauvages, eau nauséabonde, moustiques, gaz toxiques et maladies, les populations regardent les yeux presque en larmes leur cadre de vie se détériorer au quotidien. Assez, disent-elles, nous avons droit à un espace sain, convivial, lumière et caméra ce soir sur la production audiovisuelle. Une belle poule aux œufs d'or pour la jeunesse sénégalaise, sur scène ou derrière la caméra. Une jeunesse dorée, une reconversion réussie et de belles carrières qui se tracent. Ils réalisent leurs rêves et nous font rêver à leur façon. Ce soir, nous irons dans l'univers des professionnels de l'industrie audiovisuelle et un peu de littérature dans cette page culture ce soir à la rencontre de la jeune écrivaine Mariem Diouf, de livres, une jeune auteure bercée très tôt par la littérature. Aujourd'hui, avec les mots et les lettres, elle porte les mots de l'enfance. Le développement, c'est tout de suite avec toujours le même plaisir. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir que nous démarrons avec une actualité avec le Covid, bilan de la pandémie au Sénégal. Encore 3 décès enregistrés ce vendredi. Ainsi, notre pays se retrouve avec 1034 décès, 1034 personnes emportées par la pandémie et présentement 29 cas graves sont en réanimation. La bonne nouvelle du jour, le Sénégal compte désormais moins de 1000 malades sous traitement, 999 précisément. Pour les tests de ce jour, 1842 ont été réalisés, 47 cas contacts recensés, 55 cas communautaires et pas de cas importés au niveau de nos frontières. Des personnes guéries du coronavirus créent un mouvement pour participer à la lutte contre la pandémie. Dak Mbass Mi, c'est le nom de leur mouvement. Elles comptent sur la sensibilisation et les groupes d'initiative afin de créer une synergie d'action pour vaincre la pandémie. Habib Faye et Amadou Ba ont assisté à la cérémonie de lancement de leurs activités. Beaucoup de témoignages pour sensibiliser. Suivons. D'abord, ils alertent. Tournez en vie. Vous êtes là. Moi, j'ai été prise en charge pendant 15 jours à Diamniadio. J'ai été 8 jours sous respiration, sous assistance respiratoire. J'ai vraiment souffert. J'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos déjà que je ne suis pas très épaisse. J'ai perdu 5 kilos et j'ai beaucoup souffert dans ça. C'était pas du tout simple. Résidents étrangers vivant parmi nous, à prendre toutes les initiatives possibles pour barrer la route à ce mal invisible et mortel et à développer partout, dans les quartiers et les villages, sur les lieux d'études et de travail, une campagne de sensibilisation pour le respect strict des mesures barrières. Dak Mbass Mi, un mouvement citoyen né pour barrer la route à la Covid-19. L'engagement s'étant magnifié, nous en sommes sortis guéris après avoir souffert dans notre chair et notre esprit les affres de la maladie. Voilà pourquoi nous vous appelons à la mobilisation massive, inclusive et continue de toutes et de tous
pour riposter contre cette maladie qui ne connaît aucune discrimination, ni économique, ni politique, ni sociale, ni religieuse, et qui emporte sur son passage toute personne vulnérable. 1034 décès enregistrés. Le Sénégal est dans une phase de baisse relative. Il ne faut pas qu'il se lève et qu'il trouve la situation. On est tenu de lui donner toute la situation avant 3 heures du matin. Peut-être c'est difficile, mais ça nous augmente une détermination parce qu'on est sûr que la plus haute autorité est en train de suivre aujourd'hui la gestion de l'épidémie. Composé en majorité de patients guéris du coronavirus, 36 422 guéris à l'instant. Abou Faye, merci beaucoup. Les aspects thérapeutiques du Covid-19, l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal en conclave pour discuter des expériences dans la prise en charge du Covid au Sénégal. Ils veulent être, selon eux, en phase avec la pathologie du moment. Compte rendu Fatou Kiné Deme à la caméra Modou Diop. Une expérience, un vécu quotidien. Les internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal échangent sur la complexité du Covid-19. Ça renvoie surtout à la complexité de cette maladie. Donc beaucoup de spécialistes qui sont souvent, les spécialistes qui présentent, ils sont des responsables dans certains CT et ils sont vraiment en première ligne dans la prise en charge de ces patients. Donc chacun, on a relayé les cas qu'on a, la particularité scientifique et sur notre profil actuel au Sénégal, vraiment un travail scientifique qu'on a fait de concert avec nos maîtres, notamment le professeur Seydi. Donc c'est l'occasion pour nous de partager toutes ces expériences. Une animation à la fois scientifique et pédagogique, une tribune pour partager des expériences selon les spécialités. Avec la pandémie à Covid-19, il y avait une certaine léthargie dans le monde scientifique, surtout dans le sens des communications et des présentations qui sont effectivement justifiées du fait des mesures de restriction et autres. Donc nous, c'était une occasion à ce moment aussi d'essayer de discuter avec les autres collègues pour leur faire part du vécu de ces praticiens et vraiment c'est dans cette dynamique que s'est inscrit ce séminaire. Un vécu qui par ailleurs leur a permis d'avoir un meilleur aperçu sur le diagnostic et le traitement du SARS-CoV-2. Ces recommandations, ça va dans le sens de certaines spécificités, surtout sur le plan diagnostique, sur le plan des traitements et surtout le polymorphisme des signes. Parce que comme on l'a dit, la Covid-19 c'est quand même une pathologie actuellement qui est plus ou moins imprévisible. À chaque fois on apprend, on est en cette phase d'apprentissage de la maladie. Donc il était pour nous de déceler l'ensemble de ces facettes, de ces particularités qu'on ne connaissait pas. Et là je pense que c'est un grand intérêt pour les praticiens qui étaient ici pour le bien-être de nos malades. À noter que ce séminaire entre dans le cadre d'une démarche d'excellence que l'association tient depuis fort longtemps. Et cette fois-ci, il s'agit d'être en phase avec les pathologies de l'heure. Fatou Kiné Santé toujours, mais cette fois-ci à Kaffrine, un médecin orthopédiste pour la prise en charge des blessés en cas d'accident. Une bonne nouvelle pour les populations du Ndoukoumane, car vivant dans une zone accidentogène et pour mieux accompagner l'arrivée du spécialiste, le conseil départemental a mis à la disposition de l'hôpital régional du matériel orthopédique. Le compte rendu est signé Oumar Ndiaye à la caméra Babacar Falbob. Le conseil départemental de Kaffrine vient de doter le nouvel hôpital régional de niveau 2 d'un important lot de matériel orthopédique, ce dont répond à une expression de besoin de la structure selon Batignan. Cette année, c'est du matériel orthopédique. Donc l'hôpital de Kaffrine qui nous envoie ces expressions de besoin, nous avait sollicité pour du matériel orthopédique. Affecté récemment comme chirurgien orthopédiste, Dr Ibrahima Sao se réjouit du matériel qui est venu d'ailleurs à son heure. C'est un sentiment de satisfaction, en tout cas c'est important geste qui vient à point nommé parce que comme vous le savez, je viens d'arriver dans la région. Nous avons besoin de ce matériel. Donc le matériel est composé essentiellement de matériel d'ostéosynthèse, des pinces, des ciseaux qui nous permettront sans doute de commencer notre activité. Et je le pense bien, la direction va nous accompagner pour le reste du matériel parce que l'orthopédie quand même a besoin de beaucoup de matériel.
Je pense que le conseil départemental a donné le ton. Dr Fall a par ailleurs souligné l'importance du matériel qu'il venait de réceptionner. Sachez qu'un orthopédiste est là et il est là en tout cas pour prendre en charge les malades, que ce soit demain ou après-demain. Je pense qui peut le plus peut le moins. Donc on n'a jamais eu d'orthopédiste. D'une capacité de 150 lits avec plusieurs spécialités, l'hôpital 2 de Kaffrine devrait être inauguré dans les jours à venir par le président Macky Sall après que le ministre de la Santé ait lancé le début du fonctionnement progressif des services. Oumar, après la santé, l'enseignement, le monde de l'éducation réuni à Dakar avec l'international des parents d'élèves, 30 pays, une centaine d'acteurs, un seul vœu, une éducation pour tous les élèves dans de meilleures conditions, surtout en cette période de Covid. Beaucoup d'efforts s'imposent afin de soutenir la génération Covid pour qu'elle puisse faire face aux difficultés liées au système éducatif mondial. Compte rendu du congrès de l'international des parents d'élèves, Pafaraning Amadouba était sur place pour vous. Pour une éducation pour tous et attrayante, l'international des parents d'élèves en congrès constitutif veut harmoniser leurs expériences pour permettre aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Cela va nous faire valoir véritablement d'avoir une organisation qui puisse se positionner et entendre la communauté, faire entendre la voix de la communauté. Et c'est important parce qu'elle aura aussi pour rôle, au-delà du fait qu'il y ait des échanges entre les parents, que les étudiants, les élèves puissent avoir des possibilités. Cela permettra véritablement de faire en sorte que quand même tout ce qu'il y a comme ambition, comme objectif visant l'éducation publique de manière générale puisse être accompli. Un système éducatif confronté à de nombreuses difficultés accentuées par la pandémie de Covid-19. Elle est difficile, elle est même compliquée, voire complexe, mais nous devons, au regard donc de cette situation qui est, comme vous le savez, mondiale, avoir une attitude résiliente pour faire face donc à cette pandémie, car nous savons que elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Nous devrions apprendre à vivre avec le virus à l'heure actuelle et par conséquent travailler de façon à atteindre les objectifs en matière d'éducation que nous poursuivons. L'UNAPES et ses collègues veulent aussi nouer des protocoles pour permettre aux élèves d'apprendre sans problème dans les autres pays. Nous sommes en train même de travailler pour signer des protocoles bilatéraux entre les associations, comme par exemple la Fédération marocaine, parce que vous le constatez, il y a beaucoup d'élèves et étudiants qui sont au Maroc et vice-versa, pour permettre même peut-être que nos enfants puissent avoir des familles d'accueil au niveau de ces villes-là. En présence du maire de Dakar et des présidents de parents d'élèves de certains pays, les pays en ont profité pour discuter de tous les maux que souffre l'éducation mondiale. Pas faire une éducation toujours maintenant pour parler des infrastructures scolaires à Foundiougne. Presque pas de lycée aux normes, déficit de salles de classe, parfois des abris provisoires qui ornent les décors des établissements, des lycées très souvent mixtes, comprenons par là des collèges érigés en lycée. Pour corriger tout ça, le conseil départemental a rectifié à travers son budget 2020, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour que le tableau soit beaucoup plus présentable. À Foundiougne, nous retrouvons Aminata Goudjabi à la caméra Abdou Karim Bey. À Karang, commune située à la frontière gambienne, c'est un collège d'enseignement moyen qui a été érigé en lycée il y a quelques années. Les salles de classe supplémentaires ont été construites par les populations elles-mêmes avec les moyens du bord, sauf que l'établissement est devenu trop petit pour contenir les nombreux élèves qui le fréquentent. Nous sommes obligés de diminuer des heures des fois pour les élèves parce que les classes ne suffisent pas. Nous sommes ici un lycée, n'est-ce pas, qui se trouve au niveau de la frontière. Donc on doit avoir en tout cas une belle image, n'est-ce pas, de ce lycée-là. Un lycée où vraiment il n'y a que des constructions locales, ça pose problème. Un lycée moderne, c'est ce qu'il faut à Karang. Un site a été déjà délibéré par les autorités municipales qui ont entamé des démarches auprès des autorités pour la réalisation d'un lycée digne de son nom dans cette commune. Nous avons un site d'1 hectare qui a été délibéré depuis 2010. Donc aujourd'hui, nous attendons à ce que l'État puisse nous construire un lycée digne de ce nom et un autre CEM aussi. Donc il nous faut un CEM et après maintenant, mais nous faisons les démarches possibles pour que ce lycée soit construit. Au lycée de Passy, une autre
communes du département de Foundiougne, le nombre d'abris provisoires est étonnant, 9 au total. Le décor du lycée de Passy, c'est le pléthore d'abris provisoires. Ça c'est le décor, c'est pas joli à voir. Le président de la République, lors de son passage, avait promis à Passy la construction d'un lycée tout neuf. Dans son budget 2020, le conseil départemental de Foundiougne a pu construire des salles de classe modernes dans les lycées de Passy, Soum et Karang, et c'est dans une logique d'éradiquer les abris provisoires afin d'améliorer les conditions d'apprentissage. Nous constatons dans le département de Foundiougne que nos lycées ne sont pas encore des lycées, c'est des lycées mixtes, c'est-à-dire des lycées qui abritent des collèges. Et cela voudrait dire que les bâtiments qui sont là, c'est des bâtiments de l'ancien collège. Les élèves augmentent, l'effectif se multiplie, il va falloir nécessairement augmenter les salles de classe. Le conseil départemental s'est inscrit dans cette dynamique de construction véritablement de salles de classe au niveau de ces établissements. Ces salles de classe qui ont été inaugurées sont aussi équipées en table-banc. C'était tout pour l'éducation. Parlons maintenant de la situation de la pêche. Les acteurs continuent de réclamer des comptes. Oui, ils veulent un état des lieux, principalement sur les accords de pêche avec la Mauritanie. Accords fustigés par les mareyeurs de Pikine qui invitent leur ministre de tutelle à les associer aux négociations et aux prises de décision concernant les activités qui sont dans leur secteur. Thierno Meng est le président des mareyeurs de Pikine. Il appelle aussi à l'apaisement. xew-xew yi fi pass ci ginnaaw muy tàng-tàng bi ak xat-xat yi secteur de la pêche gàcce ngaalaama déggoo benn mool wala benn mareyeur wala benn transformatrice boo xam ne téye nañ ko wala nga dégg nañu gaañ na ci wala pour dara loolu nag ñu ngi koy sant yàlla ngir lan la mooy dañoo fonk seen liggéey dañoo bëgg seen liggéey kon ñuy ñaan le président Macky Sall mu gën a gestuwaat le secteur de la pêche naam mi ngi koy gestu ni leen di dimbali waaye mu gën leen di dimbali. Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. Parlons maintenant de la situation des ex-travailleurs de l'ex-SIAS et de l'ex-AMA Sénégal. Ils continuent de réclamer à l'État du Sénégal 4 milliards de francs CFA et d'émis des droits et des reliquats dus après liquidation de leur société. Aujourd'hui, au quotidien, ils continuent de nourrir l'espoir de recevoir leur argent, mais jusque-là, rien. Et pendant ce temps, ils comptent parmi eux des veuves, des orphelins qui souffrent énormément. Nous écoutons leur porte-parole. Aujourd'hui réunis pour vraiment réclamer le reliquat de nos droits. Nous sommes des travailleurs de l'ex-SIAS et de l'ex-AMA. Le président sortant, Maître Abdoulaye Wade, nous avait vraiment payé la moitié de nos sommes. La totalité des travailleurs entre les ex-travailleurs de AMA Sénégal et de la SIAS se chiffre à 4 000 travailleurs. La somme qu'il doit à ces travailleurs-là se chiffre à 4 milliards et demi. C'est des reliquats pour les ex-travailleurs de la SIAS et les ex-travailleurs de AMA Sénégal. Le reliquat doit être payé par le président Macky Sall. Et il nous avait promis, après sa réélection, il va payer les travailleurs. Il l'a prononcé plusieurs fois. Même lors du meeting de clôture qu'il a tenu à Guédiawaye, il l'avait même prononcé. Mais aujourd'hui, rien n'a été payé. Et nous continuons à demander nos droits. Au prix de nos vies, on ne reculera jamais. Et on ne laissera jamais nos droits traîner. Donc le président, nous l'appelons à prendre les dispositions idoines à payer ces travailleurs-là. La majeure partie de ces pères de famille sont morts. Et ils ont laissé derrière eux des veuves et des enfants qui vivent dans des difficultés énormes qu'on ne peut même pas expliquer. Donc nous demandons vraiment le président de la République à payer ses droits. Nous ne laisserons aucune occasion. Toutes les occasions seront exploitées. S'il s'agit de mener des marches, des sittings, nous le ferons vraiment pour rentrer dans nos fonds. Propos recueillis par Nongoka et Asmalik Diop. Représentativité dans les instances de décision. Les ouvriers des 45 départements du Sénégal créent le mouvement Force ouvrière pour prendre en compte leurs doléances, leurs conditions de vie, de travail. Pour ses membres, MFO reste la seule alternative pour une meilleure prise en charge de l'emploi des jeunes au Sénégal. Il appelle aussi le chef de l'État, Macky Sall, à une bonne gestion des 350 milliards destinés à l'emploi des jeunes. Compte rendu de cette rencontre. À la caméra, il est à Amadouba. Se disent lésés par les décideurs du pays, les ouvriers veulent maintenant prendre en main leurs préoccupations. Le mouvement Force ouvrière réclame plus de considération et de représentativité dans les instances de décision. MFO a été initié par les ouvriers des 557 collectivités locales du Sénégal. Il est né du constat que les intérêts des ouvriers du Sénégal ne sont pas bien pris en charge par les pouvoirs publics. Les ouvriers ne sont représentés dans aucune instance de décision des politiques publiques. Je peux nommer comme l'Assemblée nationale, les communes, les conseils départementaux,
jusqu'au cabinet du président de la République, que ce qui fait pour vous et sans vous se fait contre vous. Le dit mouvement attend porter le plaidoyer auprès de toutes les forces vives pour une implication active des ouvriers dans l'ensemble des projets et programmes de gouvernance publique engagés. L'un des piliers importants du tissu économique, le MFO, se veut une alternative crédible pour l'emploi des jeunes. En attestant les récents événements de début mars 2021, le mouvement Force ouvrière constitue sans conteste la solution à la problématique de l'emploi, en particulier celui des jeunes. 350 milliards dont le président a pris une décision pour l'emploi et l'employabilité des jeunes. Je l'ai dit tantôt, nous les artisans, vraiment, ça fait très longtemps que nous faisons apprendre nos jeunes apprentis gratuitement. Comme vous la voyez ici dans la salle, il y a pas mal de chefs d'entreprise qui sont là. Je lance un appel à M. le Président de la République de vraiment faire des orientations concernant ces 350 milliards. S'il veut vraiment avoir satisfaction totale, qu'il passe par le biais du secteur de l'artisanat, vraiment qui est un pourvoyeur d'emplois énorme. Et depuis très longtemps, on est en train de vraiment de donner des emplois à nos jeunes frères, à nos jeunes apprentis gratuitement. Regroupant les représentants des 45 départements du Sénégal, le mouvement Force ouvrière est un mouvement politique indépendant qui a pour objectif la représentativité des artisans aux différentes instances de décision. Les habitants de Gueule Tapée Fass Colobane en plein centre-ville déversent leur colère. Ils n'en peuvent plus de cohabiter avec l'insécurité, l'insalubrité et la détérioration permanente de leur cadre de vie. À la base de tous ces mots, le canal 4, une colère exprimée, un message bien reçu par la municipalité suivant. Que l'ONAS a branché son réseau d'eau usée, nous avons beaucoup de devoirs. On note des odeurs nauséabondes tout au long de l'année. Il y a des moustiques, donc il y a beaucoup de cas de paludisme durant l'hivernage. Il y a aussi un gaz toxique qui se dégage et qui cause des maladies pulmonaires. Il faut ajouter à cela les travaux de l'AGEROUTE qui ne sont pas terminés du fait d'un budget qui est épuisé. Et donc les gravats que vous voyez tout autour sont le fait de l'AGEROUTE. Le collectif qui est derrière moi, qui regroupe l'ensemble des habitants, veut que des mesures idoines soient prises pour régler ce problème définitivement. Okay? C'est-à-dire un nettoyage régulier du canal, l'interdiction des installations sauvages, l'éclairage public tout au long du canal, et aussi un aménagement paysager avec des fleurs, des bancs, pour que les populations puissent profiter de leur environnement. Parce que sans environnement sain, il y a point de vie, il y a point de développement. Et nous espérons que le maire Ousmane Ndoye, fera tout ce qu'il faut pour juguler cette situation définitivement. Il y avait des aménagements qui étaient en train d'être faits par un projet de l'AGEROUTE et la mairie de Gueule Tapée Fass Colobane. On attendait que le projet se termine pour éventuellement nettoyer et puis aménager tout l'espace concernant le long du canal d'HLM Fass. Donc c'est ça en fait, parce que comme vous le voyez, au niveau de la commune, on est en train d'aménager beaucoup d'espace. Vous avez bien vu qu'on a mis de l'éclairage public. Si vous passez la nuit, vous allez constater que la zone est très éclairée. Maintenant, pour ce qui est de la sécurité, on va davantage sensibiliser les autorités, notamment la police, pour qu'ils puissent veiller davantage à la sécurité des populations. Des propos requis par Youssou Baro, le directeur général de Flexo, société privée en charge de la gestion des forages ruraux, répond aux récriminations et contestations des populations sur la qualité de l'eau, mais aussi sur la cherté du prix du mètre cube d'eau. Pour Mayacine Ndiaye, le directeur général de Flexo, il n'est guère de leur ressort de fixer le prix de l'eau. Nous l'écoutons avec Ibrahim Diamé à la caméra Khaligay. On gère plus de 305 forages. J'ai entendu toutes les récriminations qui sont faites à l'égard de notre structure, mais si vous voulez, j'en répondrai très rapidement et en très bref. Nous gérons 305
points de forage sur l'ensemble du territoire du Sine Saloum. Et je crois qu'on peut avoir quelquefois des différences d'appréciation sur telle ou telle chose, mais ce n'est pas par autorité que ça se fera. Parce que nous, on a reçu une délégation de service public. Quand des gens consomment de l'eau, utilisent de l'eau et qu'ils ne le payent pas, je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'autre possibilité que de couper l'abonnement comme sanction pour que les gens reviennent à la normale. Heureusement que vous avez évacué le prix de l'eau avec le directeur général de l'OFOR. Nous ne fixons aucun prix. Le prix est fixé par l'État. Nous sommes délégateurs d'un service public. C'est l'État qui nous dit vendez l'eau à tel et à tel. Dans telle circonstance, vendez ça. Donc ça, c'est au minimum évacué et de manière définitive, je l'espère. Nous, on ne peut que faire de la maintenance de manière professionnelle pour qu'il n'y ait pas de panne d'eau, pour réduire les fuites et que tout le monde ait de l'eau. Voilà notre mission. Encore de l'eau, afin de l'eau potable pour les habitants de la commune de Sibassor. C'est à Kaolack, ils sont restés presque un an sans eau potable consommable. La raison, la salinisation subite de leur forage. Aujourd'hui, grâce à l'installation d'un nouveau forage, ils retrouvent une eau sans saveur et à flot. Ibrahim Djamé. Le tout nouveau forage de Sibassor ouvre ainsi ses vannes. L'eau douce coule à flot pour venir étancher la soif d'une population qui, depuis presque un an, n'a pu consommer l'eau qui coule des robinets à cause de la teneur en sel devenue subitement élevée. Au nom de la population, le maire Djibignan exprime ici une réelle satisfaction. Les populations de Sibassor, les conseils, les rapproches du maire, etc., les imams, etc. Bon, nous guérissons. Alhamdulillah, parce que lii rek mooy problème Sibassor presque réglé na ko 2 jours 3 jours ñu am ndox. D'un débit de plus de 150 mètres cubes, le forage va pouvoir approvisionner Sibassor et les villages environnants. C'est une question de jours pour le raccordement. Sibassor avait des problèmes d'approvisionnement en eau potable des populations. Le forage qui existait était devenu très salé et inutilisable. Aujourd'hui, vous le constatez sur le terrain, les 99% de ces travaux sont réalisés. Le forage est capté au niveau de la nappe du Maestrichin à plus de 320 mètres. C'est en l'espace de 3 mois que le forage a été réalisé et la société Flexo a en charge la gestion. Selon la direction de l'OFOR, plus de 60 nouveaux forages ont été réalisés dans la zone. Ibrahima, merci beaucoup. À la caméra, il y avait Faligay, l'aéroport international de Blaise Diagne et l'unité de coordination de la gestion des déchets solides urbains et recrute 100 jeunes des communes de Kermoussa et Dias. Une façon pour l'AIBD et l'UCG de lutter contre le chômage et de rendre propres les communes environnantes. Objectif zéro déchet. Nous suivons Doudouka, directeur général de l'AIBD. Propos recueillis par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye, nos correspondants à Hambourg. L'intervention de l'UCG dans la zone aéroportuaire et péri-aéroportuaire est un élément important d'un des piliers du plan stratégique AIBD Hub aérien, premier hub aérien de la sous-région, que nous venons de finaliser il y a de cela 10 jours. L'aéroport est une porte d'entrée et de sortie de notre pays et du territoire. Le programme AIBD Zéro Déchet que nous lançons aujourd'hui et qui s'inscrit dans la politique d'amélioration du cadre de vie témoigne de la volonté de traduire en actes concrets l'idéal commun de l'excellence qui définit nos deux entreprises ainsi que la détermination à donner le meilleur pour satisfaire ensemble l'une des ambitions phares du chef de l'État consistant à faire de cette porte d'entrée et de sortie du pays un exemple en matière de propreté et de développement durable. Chers jeunes des communautés voisines de l'aéroport, je devrais dire chers volontaires de la propreté, vous avez une noble mission, celle de servir. L'aéroport international Blaise Diagne, à travers ma voix, vous encourage et vous exhorte à mettre
Un peu de sport dans cette édition. L'international sénégalais Pape Alioune Ndiaye a profité de son séjour au Sénégal pour visiter le centre olympique Jolof qu'il a lui-même créé pour participer au développement du football local. Au sujet de sa non-sélection, Pape Alioune Ndiaye y est revenu. Pour lui, le choix revient à l'entraîneur, au sélectionneur et que c'est tout à fait normal. Pape Alioune Ndiaye que nous suivons au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye à la caméra Omar Ka. Là, tout simplement parce que j'ai eu quelques jours de repos et de l'utiliser à bon escient en faisant quoi, en venant rendre visite à ma famille d'abord et à mes pensionnaires ici à Dara. Oui, je pense que ça on l'a déjà dit, mais bon, je pense que c'est une manière à moi d'amener ma contribution à mon terroir parce que je suis originaire du Jolof. J'avais promis de faire quelque chose pour cette belle localité et aujourd'hui c'est pourquoi le Jolof Olympique Club est né. L'objectif ce n'est rien d'autre que du travail parce que tout simplement il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui paye. Donc on s'y attelle, on est là tous les jours pour faire de telle manière que le centre puisse avancer jour après jour. Donc c'est pourquoi voilà, on est là et on essaie d'encadrer ces garçons qui sont pétris de talent. Mais comme je leur ai dit avant le match, le haut niveau c'est un autre monde. Pour ceux qui auront la chance de le connaître, il faudra du travail pour en arriver. Moi je dirais même pas que c'est une non-sélection. Après, bon, voilà, je suis là aujourd'hui pour profiter de ça. Vous voyez tout ce beau monde qui est là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la raison de ma venue ici. Pape Alioune Ndiaye, parlons maintenant de la production audiovisuelle au Sénégal où le nouvel Eldorado des jeunes, acteurs, cadreurs, techniciens, scénaristes, les métiers de l'audiovisuel attirent la jeunesse sénégalaise, un secteur en plein essor, des sociétés de production à foison, une industrie locale qui participe très activement à l'économie du pays et à la lutte contre le chômage. Selon bon nombre de professionnels, ils sont soit devant ou derrière la caméra. À leur façon, ils nous font rêver, mais aussi vivre le rêve autrement. Sujet réalisé par Chérif Diopé à la caméra Younous Diatta. L'écosystème audiovisuel, assurément une mine d'or pour l'emploi des jeunes. Énorme, je vais dire, parce qu'aujourd'hui, le personnel qui travaille autour d'un projet est vraiment conséquent. Maîtresse d'un homme marié, le succès, c'est vraiment les jeunes qui l'ont fait. Et je pense qu'en Afrique, on a ce potentiel-là d'avoir énormément de jeunes. Et c'est des gens qui ont énormément de qualité. Des fois, c'est inné, tu ne peux pas comprendre. On prend beaucoup d'acteurs qui viennent le premier jour, tac, action, ils sont phénoménaux. Secteur qui peut absorber énormément de jeunes. Beaucoup de jeunes rêvent d'évoluer dans le milieu de la cinématographie. Ils accourent aux séances de casting, de tournage, un exutoire indispensable pour certains, d'autres pour vivre de leur passion, tout simplement. C'est ma passion, quoi. Et donc dans la série Maîtresse, c'est toi qui gères tout ce qui est lumière? C'est moi qui gère tout ce qui est lumière, c'est moi qui ai fait la saison 2 et c'est moi qui décide de faire la 3 aussi. Je n'ai pas eu un cursus scolaire dans le cinéma ou dans le milieu de l'audiovisuel. J'ai un bachelor in international management et un master en management des projets. Mais j'ai eu une opportunité de travailler dans l'audiovisuel une fois. On m'a donné ma chance une fois. Et voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans le milieu de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, je m'y plais vraiment, je vis ma passion. L'oisiveté et l'amorosité économique marquent le quotidien de nombre de jeunes Sénégalais. Pourtant, la production audiovisuelle peut incontestablement contribuer à la création d'emplois. Ces professionnels en sont convaincus. C'est bien de voir qu'on consomme nos contenus, qui grandissent aujourd'hui. Donc si l'État peut investir sur ce secteur d'activité, que les maisons de production puissent en bénéficier, que les acteurs soient bien payés, que les techniciens soient bien payés, pouvoir espérer aller à la retraite pour ces jeunes-là, mais ce serait formidable. Mais il faut que ce secteur soit encadré, aidé, soutenu
Et pour cela, il faut des projets d'envergure, simplement. Il n'y a pas d'école de cinéma ici, il n'y a pas d'école pour du montage, il y a énormément de choses qui manquent. Et pour moi, au lieu de prendre l'argent, distribuer, machin, l'État gagnerait à créer des écoles de ce genre-là. En Afrique de l'Ouest, maintenant, pratiquement, je peux dire que le secteur, en tout petit peu des séries, le Sénégal est en avance sur beaucoup de pays de la sous-région. Malgré le foisonnement des sociétés de production et le pullulement des séries, le secteur en est encore assez balbutiement. Une gouvernance plus ambitieuse pourrait propulser le Sénégal, hub de la production continentale à l'instar du Nigeria, deuxième plus importante industrie cinématographique au monde. Plus d'1 million de Nigérians travaillent dans ce secteur, la plus grande source d'emploi après l'agriculture. De quoi faire rêver. Suis-je née pour subir cela? C'est le titre du deuxième livre de la jeune écrivaine Marième Diouf. Après la vie est un choix, elle reprend sa plume pour la cause des enfants. Oui, avec les mots, elle dénonce, alerte et protège cette couche très vulnérable de la population. Marième aussi nous parle de sa passion pour le livre, pour la littérature, nourrie déjà très jeune au berceau par ses propres parents. Dans l'univers de Marième, Ibou Diouf Amadouba. Celui-ci est mon deuxième. Suis-je née pour subir cela? Un autre roman qui prend forme, cette fois dans une scène familiale. Marième Diouf s'intéresse à la violence faite aux enfants. Eh bien, c'est un cri de cœur, un jeu collectif pour tous les enfants qui ont eu à subir une maltraitance. Et je voulais souligner ce sujet en particulier dans un cadre familial très restreint, c'est-à-dire perpétré par les propres parents. Voilà, et c'est très important parce qu'on n'en parle pas, ça reste toujours dans les familles et il y a surtout un problème psychologique qu'on remarque parce que les parents, surtout la mère, est contrainte de garder le silence dans plusieurs situations. On leur dit de rester silencieuse, de ne rien dire. La femme africaine est soumise à ça et il faut vraiment enlever ce stéréotype. Suis-je née pour subir cela? Beaucoup d'enfants ont eu à se poser cette question sans trouver une vraie réponse. La littérature, c'est une base pour tout un chacun. Vraiment. Parce que quand on commence à lire, notre cerveau se développe, on a plus d'idées, on a plus d'appui, on a plus d'exemples de la vie. Même si on ne voyage pas, comme on dit, le livre est comme une fenêtre pour la vie. On connaît beaucoup d'exemples, on connaît beaucoup de choses, même si on n'a pas bougé. Pour la jeune auteure, la littérature est une question de passion, mais l'environnement y est pour quelque chose. Eh bien, je dirais que ça va aussi avec l'éducation. Oui, parce que moi, mes parents m'ont vraiment formée dans la lecture. Ils sont tous les deux dans le milieu de la lecture, de livres en fait. Donc voilà, écrire et lire, c'était vraiment quelque chose de naturel en fait. Après son ouvrage « La vie est un choix », Marième Diouf revient avec une autre production littéraire, « Suis-je née pour subir cela ?» un cri de cœur pour changer le vécu des enfants. Merci beaucoup Ibrahima, merci beaucoup Amadou et à Marième vivement le troisième. Merci à vous chers téléspectateurs. C'était tout pour ce soir. L'information revient demain Inch'Allah à 13h à 20h. Je serai là pour vous servir avec toujours le même plaisir. Excellente soirée à vous. Merci.